Bonjour. Est-ce que les journalistes doivent considérer que les mauvaises nouvelles sont forcément plus importantes et plus intéressantes que les bonnes? Est-ce que les journalistes doivent se contenter d'exposer les problèmes, de les expliquer, ou bien leur mission consiste-t-elle aussi à chercher et éventuellement à exposer des solutions à ces problèmes? C'est une très grande question qui nous amène à réfléchir sur les fondements du journalisme, sur la mission des médias, et c'est une question que nous poserons notamment à propos du réchauffement climatique à deux de nos invités d'aujourd'hui. Jade Lingard, journaliste chargée de l'environnement à Mediapart. Vous publiez ces jours-ci un livre qui s'appelle Je crise climatique, un livre dans lequel vous exposez vos propres recherches de solutions, pas tellement de journalistes, mais plutôt de citoyennes et de consommatrices à tous les problèmes qui se posent à vous. Éric Dupin, vous êtes journaliste et vous avez vous-même rencontré des gens qui, dans tous les secteurs, en tout cas dans beaucoup de secteurs, recherchent des solutions différentes, des défricheurs. C'est d'ailleurs le titre que vous publiez vous-même, du livre que vous publiez vous-même ces jours-ci. Alors on aura aussi par téléphone de Beyrouth Émilie Sueur, qui est la responsable web du journal L'Orient le Jour, principal quotidien libanais, journal qui vient de participer à une journée du journalisme de solutions rassemblant 40 rédacteurs en chef de journaux tout autour du monde. Alors on vous expliquera ce que c'est que cette journée du journalisme de solutions, mais on va commencer évidemment avec vous, Didier Porte, par une séquence tout à fait négative, puisque c'est une des polémiques les plus retentissantes de la semaine. Oui, le succès d'une émission de télévision, c'est toujours un peu mystérieux. C'est pourquoi je regarde régulièrement Touche pas à mon poste sur D8, le taux que considéré comme la réussite du moment et qui d'ailleurs taille des croupières au grand journal de sa maison mère Canal+. Alors si on en croit la presse spécialisée, son animateur Cyril Hanouna serait d'ailleurs le plus grand professionnel de sa génération, une sorte de génie dans lequel se seraient fondus les héritages des grands anciens que sont Guy Lux, Jacques Martin, Jean-Pierre Foucault, Michel Drucker, Christophe de Chavannes, Laurent Ruquier et surtout Patrick Sébastien réunis. Voilà. Pour l'instant, je n'ai toujours pas réussi à éclaircir le mystère de ce triomphe à la fois public et critique de Touche pas à mon poste, mais je dispose quand même de quelques pistes, notamment le goût assumé de Cyril Hanouna et de ses chroniqueurs pour les polémiques de grande ampleur correspondant à des questionnements contemporains majeurs. Illustration. Il était un peu vexé. Disons, contrairement à ce que tu me disais, que moi j'avais attrapé le boulard. Non, mais il faut que je lui réponde. Tu me disais que j'avais attrapé le boulard. Je pense là, je suis pas Denis Brognard. Non, mais d'accord. Alors oui. Bon, déjà, ta petite attaque est pas sympa, mais si aujourd'hui. Je me suis posé la question, je n'ai pas donné une affirmation. Mais je vais te répondre. Se lever là, je pense. Allez, vous le dire. Non, pas du tout. Répondez-lui. Non, mais je réponds pas du tout parce que Cyril ne m'a pas embauché. De toute façon, j'ai pas posé mon CV. Et si demain, je devais avoir le boulard, je l'ai pas eu à 20 ans, je l'aurais pas à 41 ans. Et si effectivement j'avais le boulard, je pense que je ferais des doigts d'honneur aux téléspectateurs et j'insulterais des handicapés. Et d'ailleurs, j'aimerais te dire une chose. Vraiment. Non, mais ne fais pas l'étonner. Alors, vous l'avez compris, hein, la question centrale de la polémique du jour ATP-MP était ce soir-là. Moundir a-t-il le boulard, hein? Naturellement, il se trouvera toujours des esprits forts pour me demander sur un ton sarcastique, mais qui est donc ce Moundir que sa grande lucidité sur la vanité de toute chose a permis d'échapper au terrible boulard qui nous menace tous. Je leur répondrai que Moundir, on ne le présente pas, on le cite. Ça a été un vrai coup de cœur lorsque j'ai vu ton visage assis sur le fauteuil. Quand Sinda arrive, là, il y a une forme de 14 juillet qui monte en moi, comme une forme de prise de la Bastille. J'avais l'impression de vivre ce débarquement. Et le cas d'Hervé Morin n'était pas isolé. Hein. Alors, mais revenons à la polémique du jour ATP-MP. Si effectivement j'avais le boulard, je pense que je ferais des doigts d'honneur aux téléspectateurs et j'insulterais des handicapés. Et d'ailleurs, j'aimerais te dire une chose. Vraiment. Non, mais ne fais pas l'étonner. On est en cours d'école, d'accord? Oui, c'est pas grave, cours d'école. Alors, assieds-toi et écoute, mon enfant. Alors là, on touche à l'une des spécificités des controverses qui se déroulent sur le plateau de Cyril Hanouna, c'est qu'elles sont à plusieurs niveaux de lecture. C'est ça qui les rend encore plus passionnantes. En l'occurrence, la petite phrase prononcée par Moundir dans sa diatribe « Si effectivement j'avais le boulard, je pense que je ferais des doigts d'honneur à certains spectateurs et que j'insulterais les handicapés » mérite d'être explicitée, hein, à l'intention de ceux qui ne s'intéressent absolument pas à la vie intellectuelle de leur pays. Évidemment, il s'agit d'une référence à ces deux incidents que vous avez tous en mémoire sur le plateau, je n'en doute pas. En fait, votre mec, il s'appelle Gianni Giardinelli. Mais ça va, tu veux pas son adresse? Non, mais si, en français, non, mais sans déconner, non, mais en français, ça veut dire que c'est... D'accord, et votre femme, c'est il travaille chez Jardiland, apparemment.
toutes les façons, vous saoulez tout le monde, sortez 5 minutes, allez à la pizzeria, vous reviendrez. Mais d'où je saoule Allez, tout le monde non, mais c'est vrai, vous ne voulez pas faire le jeu, alors sortez. Mais quel allez, jeu? ça suffit. Si, je veux jouer non, maintenant. vous ne jouerez pas au morpion. Docteur, sortez là. Allez. Je suis née avec une crête, de l'eczéma partout, pas de nez et 2 dents. Mais ma mère a demandé à la sage-femme si j'étais pas trisomique, tellement j'étais laide. Alors, je vous laisse imaginer le tweet clash, les tweets clash sanglants et les hashtags vengeurs que cette description de l'enfant trisomique par Enora Malagré avait suscité en son temps. En tout cas, vous voyez que Moundir, sous ses dehors rustiques, tient ses dossiers bien à jour. Et ce n'est pas terminé, la polémique va rebondir. Le truc, c'est qu'à l'époque, tu disais que tu regrettais d'avoir fait des choses avec Coé, forcément, et qu'il y a beaucoup de gens qui se sont acharnés sur toi, comme à l'époque, avec cet acharnement qui est sur toi vis-à-vis de l'ITV que tu as eu avec Pharrell Williams. Ouais. D'accord? Et ça a même un peu atteint un paroxysme que c'est venu même chez ta maman et compagnie. Ouais. Tu avais dit que je reçois des menaces de mort et compagnie. Ah, stop! Alors là, je peux décemment pas vous laisser dans l'ignorance du terrible incident qui a valu à la maman d'Enora Malagré de recevoir des menaces de mort. Figurez-vous que l'animatrice a fait une interview du chanteur Pharrell Williams pour la radio Virgin sur un mode un peu sexy pour rire qui s'est transformé en pour rire tout court. Regardez. Pharrell Williams. What a voice. Yes, I know. How are you, baby? C'est comme quoi c'est un métier dangereux, hein, chroniqueur chez Hanouna, un métier d'engagement. Bon, où j'en étais moi? Ah oui, Moundir, c'est pas fini, attendez. Aujourd'hui, tu as une tribune. Tu as ton siège, c'est parfait. Mais demain, le jour où tu te trouveras sur un tabouret et qu'effectivement, tu as l'appui aussi de Cyril, les autres, eux, ils n'ont pas cette tribune-là. Ils peuvent pas se défendre comme toi, tu as pu te défendre vis-à-vis de Pharrell Williams ou vis-à-vis aussi de Coé. C'est mon métier de le Oui, mais faire. c'est ton métier, mais c'est pas ton métier d'insulter. Alors, Je n'insulte pas, je fais mon métier. C'est là où ton cerveau a ses moi, limites. on est une émission de divertissement. C'est gentil pour mon cerveau. Mais... Ton cerveau a ses limites, c'est violent. Et oui, mais c'est ça qui fait la force des émissions de Cyril Hanouna. Les grandes passions du siècle s'y expriment sans le filtre aseptisant du politiquement correct qui règne sur les autres plateaux, plus polissés, plus formatés. Écoutez bien la fin de l'extrait qui va suivre. L'un de tes collègues que j'appelle le sergent Garcia, je me souviens plus comment il s'appelle, Laurent Petit, Bruno Roger Petit, Ah, ouais, mais voilà, C'est un grand journaliste. mais pas grand dans la parole quand même. Et qu'est-ce qu'il avait dit, Bruno? Il avait dit qu'on était des candidats maso pour un public sadique. Et si. Et donc là, C'est une analyse de Pierre non, Bourdieu. ce n'est pas une analyse, c'est une analyse dégueuse, pourrie et pas fondée. C'est un m'explique. grand monsieur qui s'appelle Pierre Mais bon, on Bourdieu. s'en fout, Enora, là. Si tu m'appelles mon expliquer. chat, je vais t'appeler ma petite litière. Et alors, tout le génie de l'animateur vedette de D8 est contenu dans cet échange final. Au moment où sa chroniqueuse en appelle à Pierre Bourdieu, Cyril Hanouna l'interrompt par un « on s'en fout » définitif et sans appel. Il a raison, Cyril. Entre Moundir et Bourdieu, il n'y a pas photo, ou alors on leur fait faire un concours d'habitus. Ça, d'accord. Merci Didier. On se demande ce qu'on ferait sans vous pour le décryptage de ces séquences. Dans une minute, on se demande si les journalistes doivent donner aussi des bonnes nouvelles et des solutions aux drames du monde qu'ils passent leur vie à recenser. À tout de suite. Alors, est-ce que les médias, les journalistes devraient donner davantage de bonnes nouvelles et s'intéresser davantage aux solutions quand ils posent les grands problèmes du monde? C'est l'avis d'un certain nombre de journaux à travers le monde, c'est l'avis d'un certain nombre de rédacteurs en chef de tous ces journaux qui étaient réunis cette semaine à Paris. Robin Andrinka, vous assistiez à cette réunion. Alors, qui sont donc ces gens qui veulent promouvoir un journalisme des solutions? Bah oui, et si les journalistes accordaient un petit peu plus de place aux solutions et un petit peu moins aux problèmes, c'est l'intime conviction surtout de Charles Boisredois, donc communicant, ancien ingénieur agronome, qui s'intéresse de très près aux médias depuis plusieurs années. C'est lui qui, avec son association donc Reporters d'Espoir, avait lancé en 2005 le supplément annuel de Libération, appelé tout simplement le Libé des solutions. En 2014, donc, le journalisme de solutions est pour lui toujours la clé. Et c'est avec sa nouvelle société, donc Spark News, qu'il a lancé pour la seconde année consécutive l'Impact Journalism Day, qui permet à des médias donc, du monde entier de consacrer plusieurs pages dans leur quotidien à des histoires porteuses de solutions concrètes et positives. Donc cette année, on pouvait lire par exemple l'histoire de cet adolescent néerlandais de 16 ans qui veut nettoyer les océans servant du vent et des courants, ou de ce livre dont les pages permettent de savoir si oui ou non l'eau est potable. Comment on fait pour savoir si l'eau est potable avec un livre? Eh bien en fait, il suffit donc... oui, ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est très simple. Il suffit de verser de l'eau en fait sur la page du livre et suivant la couleur en fait que la page indique, on sait si oui ou non il faut la boire. Voilà.
C'est le genre de truc qu'on a appris. Donc 40 journaux du monde entier, donc de la Suisse au Japon, ont participé à cette opération donc sponsorisée par AXA et Total, dont Lorient Le Jour. Pas de mauvais esprit tout de suite. Attendez la suite. On va essayer d'être positif. Soyons positifs. Donc, dont Lorient Le Jour, quotidien libanais, Émilie Sueur, donc vous vous occupez du site web du quotidien qui sont consacrés donc 8 pages au journalisme de solutions. Donc ma première question est très simple. Pourquoi avoir participé à cette opération ? Alors, en fait, on a commencé avec la première édition l'année dernière. Et je me souviens, en fait, quand Christian de Barodo nous avait contactés avec son projet, ça nous a tout de suite parlé parce que on est un petit peu noyé dans les mauvaises nouvelles depuis un bon moment ici. Et déjà, on avait eu une espèce de réaction en interne. Et ça, c'était il y a 2 ans. On regardait un petit peu la homepage de notre site et puis on s'est rendu compte que ça tenait vraiment de la nécrologie. Il y avait des morts partout. Et on s'est dit, nous, ça commençait vraiment à nous peser. Donc si nous, ça nous pèse, nos lecteurs, pour eux, ça doit être vraiment insupportable. Et on a décidé de publier chaque lundi, parce que le lundi était la journée qui nous semblait le plus appropriée pour ça, une bonne nouvelle relative au Liban. Et on s'est rendu compte que les lecteurs vraiment appréciaient, ils ont besoin d'un petit peu d'air, d'un petit peu d'espoir, parce qu'il y en a pas beaucoup dans l'actualité. Et donc quand Christian Barodo nous a contactés pour ce projet, on a tout de suite dit oui. Déjà parce que en plus, ce qui nous semble important, c'est pas seulement de rapporter l'actualité telle qu'elle est. Enfin, il faut le faire, c'est le cœur de notre métier. Mais ce qui nous semblait intéressant aussi, c'est d'être un peu plus dans l'action et un peu plus comme des passeurs de relais. Et effectivement, on se rend compte qu'il y a des initiatives extraordinaires partout dans le monde, des hommes et des femmes qui trouvent des solutions vraiment innovantes à des problèmes qui peuvent être assez graves. Et qu'on les met pas nécessairement en exergue. On en parle, mais ils sont pas poussés en avant. Et il nous a vraiment semblé que relayer ces informations, déjà, ça a un vrai sens. 2, ça peut inciter, ça peut redonner de l'espoir et ça peut inciter les gens à peut-être à agir eux-mêmes. Alors, Émilie Sueur, j'ai justement dans les mains là, le supplément de Lorient Le Jour que vous avez publié le week-end dernier sur le journalisme de solutions. Donc, la une, la déformation Internet, la une de ce supplément est consacrée à cette fameuse histoire de cet ado en guerre contre les déchets plastiques dans les océans. Voilà, alors faut juste souligner, quand on lit l'article, on se rend compte que la guerre n'a pas encore commencé vraiment. Pour l'instant, c'est un projet, mais il n'est pas vraiment passé à l'acte, on ne sait pas si ça marche. Alors, il y a toutes sortes d'histoires positives. Alors, il y a le fameux livre qui rend l'eau potable. On peut s'éclairer avec un sac de sable. On peut manger des chenilles en conserve pour la malnutrition. Voilà, donc c'est un supplément de 4 pages, formidablement positif. Alors, ce dont je me rends compte, c'est que finalement, il y a peu d'articles dans ce supplément qui sont signés par des journalistes de Lorient Le Jour. Il y a beaucoup d'articles qui sont achetés à Spark News, donc la société de Christian de Boisredon, dont parlait Robin tout à l'heure. Mais pourquoi ? Parce que vos journalistes ont été réticents à participer, ils sont tellement formatés à donner des mauvaises nouvelles qu'ils n'arrivent pas à en donner des bonnes. Non, alors parce que en fait le concept est complètement différent. Il y a vraiment un côté de travail en commun. Déjà, on n'achète rien. L'idée, c'est quoi? C'est que Spark News produit un certain nombre d'articles et que chaque journal partenaire, et nous sommes 40, produisons des articles. Donc nous, on en a fait 3. Le El Watan en a fait aussi 3. Donc les journaux du monde entier ont publié entre 2 et 4 articles et ils ont tous mis ça dans un espèce de pot commun. Donc on a mutualisé tout ça. Et ensuite, chacun a fait son marché dans cette liste d'articles. C'est-à-dire que nous, dans notre supplément, on a les 3 papiers que nos journalistes ont produits. On a un certain nombre d'articles produits par Spark News. Et on a des articles produits par Victoire, qui est le supplément du quotidien belge le soir. On a des articles publiés par l'Économiste au Burkina Faso. On a des articles, un article du Watan.
On a vraiment des articles du monde entier. Donc c'est vraiment le côté mutualisé de l'information. On n'est pas en compétition sur un truc comme ça et on n'achète pas, quoi. C'est vraiment un engagement qu'on partage et quand on veut marquer le coup, on a vraiment un travail en commun sur ce supplément. D'accord. Alors dans les articles rédigés par vos journalistes, je vois par exemple, alors il y en a 2 qui sont réunis sur une page et vous indiquez qu'elle est réalisée avec la participation de la banque libano-française, partenaire de vos ambitions. Ça veut dire concrètement que c'est ce qu'on appelle en France des publics rédactionnels, c'est ça? Non, du tout. C'est que nous, parce qu'ils n'ont pas du tout intervenu dans le rédactionnel, mais nous, 8 pages en plus, pour nous, ça a un coût. Pour un petit journal, on n'est pas un énorme journal, on n'a pas des moyens illimités. Et bon, c'est un truc tout bête, quoi. Mais nous, notre journal au quotidien, la une, elle est en couleur et la dernière, elle est en couleur, mais au milieu, tout est en noir et blanc. Et donc, ce partenariat avec cette banque qui a décidé de nous aider à pousser ce journalisme d'impact nous a permis de sortir ce supplément et de l'imprimer en couleur, ce qui fait quand même une différence, quoi. Mais il n'y a pas du tout d'intervention sur le rédactionnel. D'accord. De ce que vous savez, est-ce que ça marche? Par exemple, les articles de bonnes nouvelles que vous mettez en ligne sur le site, est-ce qu'ils sont très cliqués? Est-ce que les numéros dans lesquels vous faites ces suppléments sont très achetés? Est-ce qu'il y a un impact sur les ventes ou sur les consultations? Alors, on a noté une légère hausse des ventes, mais on n'a pas encore tous les chiffres. Après, nous, ce qu'on fait, c'est l'intérêt du web, quoi. Enfin, ça nous donne des facilités, parce qu'autant le supplément papier sort un jour, puis bon, après c'est fini, quoi. Mais là, sur le web, le jour de l'opération, c'est-à-dire le 20 septembre, on a mis l'intégralité du dossier en ligne, et maintenant on fait remonter chaque jour un papier, mais de manière unique, comme ça. Et on se rend compte que les papiers sont vraiment partagés, que ça se passe bien. Alors après, c'est toujours la même histoire. La réaction de notre lectorat dépend du sujet ou de l'endroit, etc. Mais il y a des sujets qui parlent vraiment aux gens. Et oui, on a une bonne audience là-dessus, on a des bons partages. Donc dans un océan d'informations sur l'État islamique, oui, les gens sont intéressés par cette histoire de livre qui peut rendre l'eau potable, surtout que c'est une problématique qui nous touche directement, parce qu'on a des problèmes d'approvisionnement en eau au Liban. Oui. Oui, je vous pose la question parce que ce que dit Christian de Boisredon, c'est que par exemple le Libé des solutions qu'il avait impulsé a été la meilleure vente de Libé de l'année. Voilà, le 26 décembre. Et à 26 décembre, ce qu'on n'a pas vérifié, mais ce qui tente à prouver que ça marche bien. Alors, quelle est votre réaction de journaliste à tous les deux à cette injonction qui est faite aux journalistes, qui est de leur dire, vous parlez sans arrêt de ce qui va mal, des mauvaises nouvelles, vous devriez de temps en temps être plus positif? Mais, pour moi, l'enjeu n'est pas d'être un journaliste de solution ou de faire du journalisme de solution. Je vois beaucoup plus ça comme un journaliste de coopération, de contribution, vous voyez. C'est pas la même chose? Non, pour moi, c'est pas la même chose parce que solution, ça veut dire qu'il y a une solution au problème qu'on pose. Non, mais en fait, il n'y en a pas. Enfin, c'est pas si simple. En tout cas, il n'y a pas une solution et il n'y a pas une solution technologique, par exemple. Et évidemment, ma consoeur serait d'accord avec moi, j'imagine, pour dire que avoir un livre sur lequel on renverse de l'eau qui dit si c'est potable ou pas, c'est pas une solution. C'est pas une solution au problème d'approvisionnement en eau. C'est une petite solution. C'est un gadget. Non, mais qui peut avoir son usage. C'est une petite solution avec un S minuscule. Je veux dire, il n'y a pas de grande solution, mais il y a des solutions. D'ailleurs, dans l'expression journaliste de solution, il me semble que solution est au pluriel. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas une solution? Le fait qu'il n'y ait pas une solution unique, ça, je serais d'accord. Mais sur cette question, j'avoue que j'ai évolué parce que très longtemps, j'ai été très irrité par ce discours sur le journalisme positif. Je me souviens très bien de ce Libé des solutions, et moi je ricanais un petit peu. Pour moi, bêtement, le journalisme, c'est de pointer des problèmes, d'essayer de les analyser sérieusement, et donc c'est forcément plus les trains qui n'arrivent pas à l'heure que ceux qui arrivent à l'heure. À la limite, c'est lorsque un homme mord un chien que là, il y a un vrai problème et que ça peut faire une information. Donc j'étais très sceptique. Et puis, plus ça va, peut-être que je vieillis, mais je me rends compte qu'on est face à une sorte de système médiatique, de discours médiatique qui est désespérant. Et ça m'a frappé lorsque j'ai rencontré mes défricheurs, c'est-à-dire des gens qui expérimentent, innovent dans différents domaines, surtout le social et l'écologie. Ce sont des gens qui se sont coupés du système médiatique. Tous? Pas tous, mais la plupart. Parce qu'ils ont et c'est même pas
On pourrait dire, oui, mais parce que c'est des gens qui sont un petit peu marginaux, originaux, et donc la connivence entre les médias et le pouvoir les gêne. Oui, déjà ça les gêne. Mais plus que ça, ils se disent, si je me lève le matin, j'allume la radio, j'écoute les infos, eh ben je me recouche, je suis démoralisé. Je n'ai que des informations négatives, je n'ai qu'une vision du monde anxiogène. Et donc je crois en effet qu'il y a... Alors ça, il faudra analyser les raisons, hein. On y reviendra sans doute. Hein. Elles sont sans doute diverses. Moi, je ne suis pas complotiste. Mais ce que je remarque, c'est qu'il y a en effet une information qui surtraite un certain nombre de sujets et en sous-traite d'autres, de problèmes. Là, je parle de problèmes. Surtraite le terrorisme. Là, je suis désolé par rapport à l'ampleur objective, que je ne sous-estime pas, du terrorisme international. Bon, et l'actualité l'a montré, je ne fais pas de dessin. Je pense qu'il y a un traitement hystérique des médias. On surtraite aussi parfois, cette petite pique par rapport à Mediapart, on surtraite peut-être parfois les affaires. C'est-à-dire que Dieu sait s'il y en a, Dieu sait s'il y a de la corruption, mais au bout d'un moment, bon, ben, on est au courant hein, que Sarkozy soit pourri. Voilà. Plutôt sous-traité, j'y arrive. Donc il y a un vrai problème. Donc il y a un vrai problème. Mais Émilie Sueur. Oui, non, bon, nous, on est là au Liban, on est quand même dans une région un petit peu particulière. Plus ça va, moins ça va en fait, pour la résumer. Mais effectivement, on sent que les gens ont besoin qu'on redonne un petit peu d'espoir, parce que l'image, si on fait pas ça, l'image qu'on leur dépeint, si on colle à l'actualité de la région, l'image qu'on leur dépeint tous les matins, c'est vraiment, ça devient de plus en plus noir, quoi. Donc, et puis encore une fois, ça fait partie de les informations que nous avons dans notre supplément font partie de la marche du monde. Je veux dire, ces chimistes, ces ingénieurs, ces entrepreneurs sociaux font partie des sociétés, font partie de la marche du monde et proposent des choses qui sont peut-être pas à chaque fois la grande solution à un problème, mais qui sont souvent un pas en avant, ou en tout cas une invention qui va faciliter la vie des gens, et ça a tout à fait sa place dans un journal aujourd'hui. Alors encore, il faut quand même relativiser un peu, parce que quand on dit les médias d'une manière générale sont désespérants et ne donnent que des mauvaises nouvelles et donnent envie de se recoucher, il y a quand même dans de très grands médias une large place qui est faite à ce qu'on pourrait appeler, alors peut-être pas le journalisme des solutions, mais le journalisme des bonnes nouvelles, avec un exemple, Robin. Bah oui, en février 2013, le journalisme de bonnes nouvelles avait fait une apparition remarquée sur TF1 dans le journal de 13h. Au programme de cette semaine de partenariat avec Reporters d'Espoir, 5 sujets diffusés du lundi au vendredi et qui s'intègrent, il faut bien le dire, à merveille dans la ligne éditoriale du journal de Jean-Pierre Pernaut. Ben voilà, oui. On regarde. Et maintenant, le début d'une belle opération qu'on va accompagner toute la semaine dans ce journal. On a choisi d'accompagner une association qui se bat pour mettre en avant des initiatives positives. Et oui, il y en a, malgré la crise. C'est Reporters d'Espoir qui aide ces initiatives. Aujourd'hui, on commence avec un regard à une association bordelaise qui va chercher les gens chez eux pour les conduire à des spectacles culturels ou à des visites. Aujourd'hui, le rôle des compagnons bâtisseurs. Leur association existe depuis plus de 40 ans pour aider les familles modestes à rénover ou entretenir leur logement. Les bénéficiaires participent eux-mêmes aux travaux. En Bretagne, où on reste, leur réseau est très actif. Aujourd'hui, des jeunes qui collectent, épluchent et cuisinent des fruits et légumes pour lutter contre le gaspillage. C'est né à Paris, ça se développe dans beaucoup de villes. Encore une très belle histoire de solidarité, les habitants d'un village qui se mobilisent ensemble une fois par mois pour restaurer le château de leur commune. Et maintenant, dernière étape d'une très belle série qui nous a permis toute la semaine, avec vous et l'association Reporters d'Espoir, de mettre en avant quelques actions de solidarité, des initiatives positives. Il y en a énormément dans notre pays, dans tous les domaines. On termine donc cette série avec le formidable travail d'une association qui s'appelle Unicité. Ce sont des jeunes qui vont à la rencontre des anciens pour recueillir des témoignages. On les appelle les passeurs de mémoire. Jacqueline Gard, je vous ai entendu appeler au secours. C'est pas du journalisme, ça? C'est pas des objets légitimes de journalisme? Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est pas du tout pour faire dire ça c'est du journalisme et ça c'en est pas. C'est pas mon propos. Mais pour moi, ça, c'est l'équivalent du fait divers.
C'est l'équivalent, mais en version positive, c'est le symétrique optimiste, réjouissant et sympathique, du fait divers, c'est-à-dire le fait divers qui fait diversion, puisqu'on citait Bourdieu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il nous éloigne complètement de la question sociale, de la question sociale, de l'enjeu du moment. Alors on va picorer dans un ensemble de petites initiatives voilà, formidables, mais qui prennent du temps sur un temps d'information qui, lui, est rogné par une espèce de folklorisation des initiatives magnifiques. Et pour moi, enfin, autant j'entends très bien la critique qui est faite à un journalisme anxiogène, qui, en effet, ne voit que le spectaculaire, en tout cas a tendance à se repaître du glauque, du sordide, ou même, au-delà de ça, de la lutte pour le pouvoir, de comment les appareils des partis politiques se mettent en branle pour attraper le pouvoir, va se mettre une surfocalisation sur peut-être les affaires, parfois peut-être qu'on en parle trop, ou toujours de la même manière. Du pain tout à l'heure, oui. Non, mais tout ça, ok, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, pour moi, l'alternative, c'est pas de picorer dans la formidable inventivité de toutes ces formidables associations. C'est pas ça l'enjeu. Pour moi, l'enjeu, il est beaucoup plus grave que ça, d'une certaine manière. Et que on peut à la fois dire, il faut pas être trop anxiogène, et on voit bien le défaut de ça, et en même temps dire, l'enjeu, pour moi, aujourd'hui, c'est de dire, on est à un moment de crise d'un système économique, social, industriel, culturel, etc., qui est hyper profonde. Il se trouve qu'il se passe en même temps énormément de choses, mais qui ne sont pas simplement la formidable association des compagnons bâtisseurs. Non, mais ça existe aussi en même temps. Non, mais ça existe aussi, la formidable association des... Il y a plein de trucs qui existent dont on ne parle pas. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on fait quand même des choix. Mais pourquoi ne pas parler de la formidable association des compagnons bâtisseurs? J'ai rien contre le fait qu'on en parle. Je vous sens très ironique par rapport à ce genre de sujet. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, encore une fois, quand on fait un travail dans un média, on fait une sélection quand même des informations. Pernod fait la sienne. Et le fait de faire une sélection, voilà, exactement, donc cette sélection obéit à un regard. Elle obéit à un regard sur une société. Lui, il a son regard qui, pour moi, est un regard de folklorisation. Et moi, je dis, il y a un regard de donner à voir cette multiplicité d'effervescence, ces expérimentations sociales qui peuvent exister en Catalogne, qui peuvent exister dans la région nantaise, en Ardèche, etc. Et que ce qui s'y joue là est une critique du système beaucoup plus forte que les compagnons bâtisseurs. Mais c'est formidable qu'ils existent, encore une fois. Mais qu'est-ce qu'on en dit, quoi? Qu'est-ce que ça dit du monde dans lequel on se trouve, malgré tout? Est-ce que vous êtes aussi critique que Jade Garde devant ce type de sujet du 13h de TF1, sachant qu'on, finalement, est-ce que les gens dont parle Pernod ne sont pas aussi, à leur manière, des défricheurs, comme les expérimentateurs sociaux dont vous parlez dans votre livre? Non, je serais peut-être un peu moins un critique. Il faut bien qu'il y ait une forme de débat, même si on est globalement certainement d'accord sur le fond. D'abord, sur la négativité des médias. C'est un peu pensé quand même cette affaire, parce qu'il y a du positif dans les médias, que ce soit les journaux, les radios, les télés. Le positif, c'est quoi? C'est la publicité. Ou c'est... Mais bien sûr, mais il y a des publicitaires qui... c'est-à-dire un journalisme de peur, d'un côté, et puis de l'autre côté, pour se soulager, il y a quand même la consommation et les satisfactions. Les montres de luxe et les bijoux. Voilà. Et d'ailleurs, certains magazines de quotidien opèrent très très bien ce genre de jonction. Mais alors, concrètement, pour aller jusqu'au bout de votre pensée, vous pensez que l'anxiogène est déterminé par une espèce de complémentarité nécessaire entre une page de pub qui doit être euphorisante et la page de vis-à-vis qui doit être anxiogène pour que le... Je ne l'ai pas inventé, c'est des publicitaires un jour qui m'ont dit ça avec le cynisme qui les caractérise. Donc je ne prétends pas que tout est calculé, mais je pense que ça fait partie peut-être du problème. Et que le danger de ce fameux journalisme de solution, c'est en quelque sorte c'est le supplément d'âme ou c'est la bonne conscience, c'est-à-dire on met ça de côté. D'ailleurs c'est des suppléments. Et ça a été publié récemment dans Le Monde, ce supplément auquel vous faites allusion. Et j'ai dit, tiens, ils essaient de faire du truc positif, etc. Bonne idée. Puis, non, je suis un peu plus sensible à ces problématiques, et je l'ai mis de côté. C'est le problème des suppléments, c'est qu'on les met de côté, on les lit pas forcément. Donc, il y a vraiment un danger de continuer à avoir un système, ce que j'appelle de journalisme de peur, qui d'ailleurs est compensé par le journalisme de dérision. On en a eu quelques exemples en début d'émission. Bon, tout ça est très négatif parce qu'on ricane, on condamne. Et d'avoir ce système-là qui continue à rouler, et puis un peu de bonne conscience, 2-3 rubriques ou 2-3 suppléments qui nous disent voilà, il y a quand même des braves gens qui font des choses. Je préférais qu'on explore, et là je suis tout à fait d'accord avec Jade, j'ai préféré qu'on explore un journalisme qui pose des problèmes, un journalisme de problèmes.
les médias, on est payé, pas forcément beaucoup, pour essayer de poser des problèmes, d'enquêter, d'aller sur le terrain, d'écouter les acteurs. Et quand on écoute les acteurs, c'est là qu'ils évoquent des pistes de solutions. C'est eux, mais c'est pas... Émilie Sueur, vous êtes encore avec nous ? Oui, oui, tout à fait. D'accord. Juste une question avant de vous laisser repartir et aller travailler à votre site. Est-ce que ce type de papier, finalement, ne serait pas plus efficace si il était contenu, je dirais, dans le corps du journal lui-même, intégré aux mauvaises nouvelles et aux morts qui font malheureusement l'essentiel ou une partie de l'actualité au Liban. Est-ce que le fait de le mettre dans des suppléments à part, comme disait Dupin, dans des rubriques à part, dans des petits espaces à part, n'en fait pas finalement une sorte de bonne conscience, quoi? C'est une question qu'on se pose effectivement et qu'on se pose entre les médias partenaires de l'opération, à savoir est-ce qu'il faut une continuité pendant l'année entre deux éditions et quelle forme elle devrait prendre si on adhère à ce principe-là. Et alors, bon, après, il faut quand même savoir que... Allô ? Oui, et alors donc quelle est la réponse à cette question, puisqu'on est ici pour trouver des solutions Oui, pour l'instant, on n'a toujours pas tranché, mais ce qui est, moi, dans mon idée, déjà, on a des rubriques qui sont quand même positives tout au cours, positives, qui relaient des expériences positives. On a de ce genre de rubriques un peu toute l'année. Ce qui est sympa avec ce supplément, ce qui nous parle et ce qui nous plaît, c'est que justement parce qu'on est ensemble et parce qu'il y a 40 journaux du Bangladesh au Japon en passant par le Honduras, qu'on a accès à des informations auxquelles nous, Lorient le Jour, on n'aurait pas accès autrement. Non, ça on a bien compris. On n'a pas de correspondants partout. Ça, Donc, ça nous permet vraiment déjà de marquer. On a bien compris les avantages pour vous de l'opération. Ma question, c'était est-ce que dans le suivi quotidien de l'actualité libanaise, de l'actualité politique, de l'actualité géopolitique et diplomatique, on ne pourrait pas aussi essayer de... Est-ce que ça infuse finalement dans votre traitement, en effet, éditorial de l'actualité, cette démarche constructive ? Voilà, de faire infuser le journalisme positif dans l'actualité ordinaire, quoi, dans la mère actualité ordinaire. On le fait aussi pendant l'année. Par exemple, on avait sorti on met en exergue, par exemple, de jeunes entrepreneurs libanais de la diaspora qui ont souvent des idées assez extraordinaires. Donc ça, on le fait pendant l'année. On rapporte pas que les décapitations et autres. Ça, c'est certain. Mais là, ça nous permet de marquer le coup et puis c'est assez agréable de travailler avec une communauté de 40 rédacteurs en chef du monde entier. Très bien. Écoutez, merci beaucoup et on continuera à suivre les bonnes nouvelles chaque lundi sur le site de Lorient le Jour. Moi, j'ai juste une question. Alors, vous disiez, oui, il y a une cohérence, c'est parce que par rapport au pub, voilà, il faut que ça fasse un sucré salé, si j'ose dire. Mais si ça marche, je veux dire, le journal de Pernod, qui est quand même essentiellement un journal de bonnes nouvelles, de faits divers, comme vous disiez, de faits divers sympas, en gros, il marche formidablement, il écrase toute la concurrence. On fait de l'offre, on fait de la demande. Le Libé des solutions, si ça a vraiment été la meilleure vente de l'année, c'est qu'il y a une gourmandise de ça. Pourquoi les médias n'en font-ils pas plus ? Si ça marche. Meilleure vente, je sais pas. Moi, j'étais quand même 15 ans à Libé et je me souviens que les meilleures ventes, ça a toujours été sur les morts, qui sont pas forcément les nouvelles les plus positives. Donc, je suis un peu dubitatif. Si il y avait mais Pernod. Ah, Pernod, ça marche, voilà. Mais ça marche sur un certain public de gens qui sont chez eux, qui sont souvent retraités, etc., qui ont une certaine nostalgie de la France. C'est de la télé, c'est des images. Voilà. Non mais mine de rien, c'est quand même très différent. Je pense que Éric Dupin dans son bouquin et Défricheur et moi dans le mien, c'est délibérément qu'on a choisi l'écrit pour raconter ce qu'on raconte. C'est-à-dire y compris essayer de raconter l'invisible. C'est-à-dire raconter ce qui échappe à la fois à la réduction de compréhension du réel que peut être une image. Parfois, voilà, c'est plus complexe. Donc en fait, c'est mieux de c'est plus... On attrape mieux cette complexité-là du réel avec l'écrit. Avec l'image, on a une simplification. Enfin, c'est pas à vous que je vais expliquer ça, vous le connaissez par cœur. On a une simplification qui sied parfaitement à un discours comme ça optimiste, qui pour moi est un discours qui rassure le système et qui participe à l'invisibilité des alternatives. Ouais, or, il me semble que ce dont parle Dupin dans son bouquin et peut-être ce que j'aborde dans le mien, mais ce qu'on est plusieurs journalistes, il n'y a pas que nous évidemment à travailler là-dessus. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a aujourd'hui une multiplicité d'alternatives. Or, il se trouve que le contexte politique et économique leur redonne plus d'audience et une plus grande légitimité, et que c'est pas du tout ce que fait Pernod. Alors, on va y venir très très concrètement à travers un exemple qui est donc le réchauffement climatique ou la crise climatique, et à travers
un travail pratique, une séance de TP. Okay. Alors, c'était donc le week-end dernier et en début de semaine, un certain nombre d'événements importants concernant la crise climatique se sont télescopés. Alors, à New York, s'est d'abord déroulée une manifestation monstre, on va voir quelques images, contre la crise climatique. D'ailleurs, pas seulement à New York, mais des manifestations se sont déroulées dans de nombreux pays du monde. Manifestations Paris dont Paris, d'ailleurs. Là, on voit des images de Paris. Alors, ces images ont été montrées, pas très longuement, mais ont quand même été montrées dans la plupart des télévisions du monde. Alors, celle de New York, je crois, a rassemblé 300 000 personnes. Ouais, entre 300 et 400 000, c'est du jamais vu, même sur un autre sujet à New York. Ce qui était absolument considérable. Alors, quelques jours après cette manifestation, se déroulait un sommet climatique à l'ONU à New York. On va y venir dans une minute. Et alors, de tous ces événements, les médias ont à peu près rendu compte. Mais il y a un événement concomitant, simultané, Robin, qui est passé totalement en dessous des radars. Eh ben oui. Le fonds Rockefeller Brothers, donc, qui gère au total 860 millions de dollars d'actifs, a annoncé donc lundi, à la veille de l'ouverture du sommet des Nations Unies sur le changement climatique, qu'il allait vendre tous ses actifs investis dans le secteur pétrolier pour se tourner vers des énergies renouvelables. Alors, ce que les médias français n'ont pas du tout raconté, c'est que cette décision n'est pas isolée, mais appartient à un plus grand mouvement de désinvestissement né sur les campus américains il y a 3 ans, quand les étudiants demandaient au conseil d'administration de leurs universités, parfois dotés de budgets faramineux, d'arrêter de subventionner l'industrie pétrolière. Donc ce mouvement a donc reçu le soutien de la famille Rockefeller et de plus de 180 institutions qui se sont engagées à abandonner près de 50 milliards de dollars de titres détenus dans les sociétés pétrolières, mais pas encore suffisamment visiblement pour attirer l'attention des médias français. Et alors ce mouvement de désinvestissement, moi j'en ai appris l'existence là. Quand j'ai vu les Rockefeller veulent liquider le pétrole, je suis tombé de ma chaise et je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et j'ai vu que depuis 3 ans, effectivement, dans les campus, il y a cette pression pour le désinvestissement. Et je me suis dit, mais pourquoi les médias français ne nous en ont jamais parlé? Et y compris, sauf erreur, Mediapart. Alors nous, on en a parlé. Alors après, on n'a pas consacré d'articles spécifiquement au mouvement de divestment, mais on en a parlé honnêtement dans plein d'articles. Mais est-ce que ça vous paraît pas un événement énorme et considérable, et au moins aussi important que les sommets, les manifs, etc. Est-ce que ça, pour le coup, concrètement, en reprenant son fric des compagnies pétrolières ou qui exploitent les énergies fossiles, est-ce que là, on n'a pas une vraie solution pour lui? Moi, je pense que c'est pas une. Encore une fois, c'est symboliquement. C'est pas une solution. Non, mais j'ai arrêté de dire ça. Sinon, ça va être mon motto dans toute l'émission. Mais je pense que c'est symboliquement hyper important. Rockefeller, parce qu'évidemment, fortune pétrolière. Enfin là, c'est extraordinaire. Mais pas seulement Rockefeller. Mais simplement. Mais après, ils investissaient en fait. Enfin, le poids de la fondation Rockefeller en vrai aujourd'hui dans l'industrie des énergies fossiles est ridicule. Donc ça change rien sur le fond. Mais symboliquement, c'est très intéressant. Ben oui, parce que derrière Rockefeller, il y en aura peut-être d'autres. Je veux dire, voilà. Après, le mouvement de divestment qui a été initié par les campus ça vient, en anglais, voilà, désinvestissement. Ce mouvement-là, pour moi, il y a un mouvement important, et notamment parce que c'est un mouvement porté par les étudiants, et qu'il y a aussi un enjeu générationnel, très fort. C'est-à-dire qu'il y a une montée de la prise de conscience sur les questions climatiques aux États-Unis, dans les campus, par les jeunes, et d'ailleurs, c'est les mêmes campus qui appellent au désinvestissement la campagne BDS. En solidarité avec la Palestine contre Israël. Donc c'est un mouvement en fait culturel général qui ne touche pas que le climat. Et comment ça se fait que ça n'intéresse pas les journalistes français? Parce que le climat est hyper maltraité par les journaux français. Mais non, mais c'est vrai. Et les mouvements climatiques le sont particulièrement, honnêtement. C'est parce que c'est pas la seule campagne qui existe aujourd'hui. On est bien d'accord, mais il y a quand même des sujets, si vous voulez, sur le climat. Même si c'est effectivement pas un des thèmes les plus exploités aujourd'hui. Il n'y a pas de journalistes spécialisés aujourd'hui sur le climat. Il y en a très peu. Excusez-moi, j'en ai une devant moi. Oui, mais on les compte sur les doigts de la main, honnêtement. Je pense que c'est pas du tout pour renvoyer la balle de votre question. Je pense que l'un des problèmes de pourquoi est-ce que ça n'est pas raconté davantage dans les médias français, c'est parce que dans les rédactions, il n'y a plus de journalistes, il y a de moins en moins de journalistes spécialisés sur l'environnement à plein temps. Quand ils existent, ils sont de moins en moins nombreux, et de journalistes vraiment spécialisés climat, avec à la fois le travail de rendre compte des rapports du GIEC, donc du savoir scientifique sur le dérèglement climatique, ce qui est un travail en soi avec une expertise de journaliste scientifique en réalité, à la fois de suivi institutionnel, donc c'est une compétence diplomatique, et à la fois sur les mouvements, il y a très très peu de monde. Donc il y a un vrai problème aujourd'hui, mais de fond, de déshabillage des rédactions et de pauvreté en journalistes de ces rédactions pour affronter un problème aussi
complexe. On est bien d'accord, mais ce qui me frappe, moi, c'est que la petite dizaine ou la petite demi-douzaine de journalistes nationaux spécialisés dans les questions de climat, effectivement, couvre parfaitement les rapports du GIEC et donne régulièrement les nouvelles alarmantes sur l'évolution climatique. La manif aussi a été très couverte. Ou les manifs, qui sont correctement couvertes. Mais en revanche, là, on a une bonne nouvelle et un embryon de solution concrète. Encore une fois, on en a parlé. Alors, je ne veux pas faire genre, nous, on l'a fait, pas les autres, mais de fait, on en a parlé de la campagne des investissements. Non, franchement, dans plusieurs articles, honnêtement... Éric Dupin, comment vous expliquez la réticence, à mon avis symptomatique, des journalistes français à traiter cette info-là, par exemple, qui est une info d'une initiative concrète, à la base, positive, et qui pourrait avoir effectivement un effet sur la lutte contre le réchauffement climatique? Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste du climat et de ces questions, donc j'aurais du mal à avoir une opinion plus... fondé Mais vous êtes un journaliste qui réfléchit au journalisme, donc c'est en tant que tel que je vous pose la question. Non, je crois peut-être aussi parce que il y a des informations qui sont peut-être plus difficiles à analyser que d'autres. Et celle-là est difficile je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je sais pour voir l'évolution des médias, c'est qu'il y a de moins en moins de journalistes spécialisés, pas simplement dans le climat, c'est-à-dire que dans à peu près tous les domaines, les journalistes sont de plus en plus polyvalents avec une économie qui, comme vous le savez, est de moins en moins et de plus en plus fragile, ce qui fait que les médias, ils sont à la traîne soit d'opérations de marketing, soit simplement de ce qui est le plus saillant. Cela dit, sur l'importance des deux événements dont on parle, il me semble quand même que cette manifestation, c'est très important, parce que d'un côté, évidemment, la manifestation un peu partout, à New York et dans le monde, parce que, bien sûr, les mutations du capitalisme vert, j'en parle un petit peu dans mon bouquin, puisque j'ai rencontré des chefs d'entreprise petites, qui sont... mais du bon côté du capitalisme vert, parce qu'il y a un capitalisme vert qui est du greenwashing, qui est simplement, là aussi, de la bonne conscience d'un système, on a parlé de Total, qui reste ce qu'il est. Donc il y a des mutations dans le monde économique, mais moi je ne crois pas du tout que la transition écologique, comme on dit, se fera naturellement par des évolutions techniques ou par des changements d'arbitrage des milieux économiques. Concrètement, ce que vous voulez dire, c'est quoi? Concrètement, ça veut dire qu'il y a besoin de lutte politique, il y a besoin de lutte idéologique, même si le terme évidemment est un petit peu daté, mais je l'assume, et que mes défricheurs, par exemple, sont des gens dans leurs limites, enfin c'est des gens très positifs, enthousiastes, donc j'étais ravi de les voir. Alors là, pour le coup, c'était positif. Moi, j'avais pas l'habitude. Vous savez, vous êtes journaliste politique, vous avez l'habitude de faire des analyses sur Sarkozy, sur Hollande. C'est difficile d'être positif, même en ayant beaucoup de bonne volonté. Donc là, il y avait des gens qui, de façon pragmatique, de façon concrète, font des choses et réussissent. Donc là, j'étais heureux. Mais on va en venir, Éric Dupin, à vos défricheurs. Je voudrais juste qu'on termine avec la médiatisation de cette semaine climatique qui me paraît particulièrement importante. Je remercie Robin pour la première partie de cette émission. On peut aller retrouver l'article de Robin Andraca sur le journalisme de solutions sur le site d'Arrêt sur Image. Alors, il y a juste un autre facteur qui peut-être explique aussi la sous-médiatisation des questions climatiques, c'est que il me semble que, alors là pour le coup ça concerne plutôt les télés, les médias continus, etc., il y a toujours quelque chose de plus urgent. Il y a toujours quelque chose de plus important, enfin pas de plus important mais de plus urgent. Alors exemple type, avec effectivement la participation de François Hollande mardi à ce sommet climatique à New York. C'est de New York où il assiste à la conférence sur le climat que François Hollande a répondu tout à l'heure justement à ces menaces djihadistes sur la France et les Français. On l'écoute. François Hollande est actuellement à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le chef de l'État a réagi à l'ultimatum lancé par les ravisseurs d'Hervé Courdel. Écoutez-le. Alors là, il me semble qu'il y a quelque chose qu'on entend sans arrêt dans les chaînes d'information continue, c'est-à-dire qu'un homme politique se trouve à un endroit déterminé pour participer à un événement déterminé, et évidemment, il y a toujours quelque chose dans l'actu qui est plus urgent, qui vient parasiter. Il est à New York, mais sur quoi on va l'interroger? Sur l'ultimatum des ravisseurs de l'otage française. Oui. Mais ça, c'est le drame de la couverture médiatique du dérèglement climatique. C'est le drame du climat. C'est que comme c'est un processus sur plusieurs siècles, dont on peine encore exactement à expérimenter aujourd'hui la réalité. C'est-à-dire que c'est pas un événement qui se produit à un moment, à un temps donné, et qui soit si massif qu'on ne puisse l'éviter. C'est un processus.
c'est une transformation à très long terme. Donc c'est sûr que la temporalité, enfin le temps long de ce dérèglement climatique qui fait sa puissance destructrice, fait aussi quelque part son aversion pour les médias. Et de ce point de vue-là, est-ce que c'est différent à Mediapart? Est-ce qu'à Mediapart, il n'y a pas un peu le même phénomène que quand vous arrivez avec votre papier sur le dérèglement, vous dites ah ouais c'est super, très intéressant, il faut le faire. Mais attends, parce que là il y a la dernière pièce de PV sur Sarkozy et Kadhafi. Alors nous, ça ne marche pas comme ça. Pour vous dire les choses très, très précisément et honnêtement, nous, l'intérêt de l'Internet, il n'y a pas de limite. En même temps, si, on ne peut pas mettre en ligne 17 articles le même jour. Non, tout à fait. Mais disons qu'il y a quand même une très grande marge de manœuvre. Et donc nous, ça ne se joue pas en termes ne publie pas ton papier. Ça va plutôt être on va le mettre en dessous. Donc ça se joue en fait par une hiérarchie en fait sur la home page comme on disait tout à l'heure. Donc ça joue. Oui, donc bien sûr c'est un problème. Ça participe pour moi franchement, mais on en parle à Mediapart et j'imagine comme mes confrères et consoeurs en parlent dans leur rédaction. Pour moi c'est des formes d'invisibilisation. C'est-à-dire la minorisation du traitement du dérèglement climatique est une forme d'invisibilisation. C'est une forme de désensibilisation. C'est une manière de s'accoutumer, de s'habituer, etc. Et juste de ce point de vue-là, je trouve il y a un exemple intéressant. On s'est beaucoup moqué de Laurent Fabius quand il a reçu les présentateurs météo. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode, qui effectivement était un peu ridicule, la manière dont c'était fait. Mais en fait, ça copiait quelque chose qu'avait fait auparavant Barack Obama, qui avait reçu des présentateurs de la météo aux États-Unis, mais pas du tout juste pour faire un déjeuner comme ça et puis discuter ensemble, pour plus que les sensibiliser, mais donner son appui symbolique de président des États-Unis à ces présentateurs météo pour leur demander le plus possible de pouvoir intervenir sur les questions de climat, pas à chaque bulletin météo, mais quand il se passe des accidents, des événements extrêmes. Ah, c'est drôle, vous avez plutôt une lecture positive de cet événement. Absolument. Alors qu'on pourrait en avoir une lecture un peu sceptique et ricanante, en se disant Obama s'est fait sa pub en invitant des stars de la présentation météo. Eh bien, moi, je ne crois pas, parce qu'en fait, ça provient notamment du travail d'un labo de recherche à Columbia University qui travaille sur la communication sur le changement climatique. Et où ils disent, c'est normal que les gens, en gros, ne s'y intéressent pas davantage parce que le changement climatique, c'est un problème abstrait dont on ne peut connaître l'existence que par l'intermédiaire de scientifiques qu'on ne connaît pas, qui nous en parlent à la télé. Bonjour, si vous arrivez à vous y intéresser, c'est que vous êtes vraiment très motivés. Donc du coup, passons par les gens qui sont les plus connus, les plus populaires, qui passent tout le temps à la télé, qui c'est les présentateurs météo. Et pas seulement. Alors vous m'amenez sur un plateau, si j'ose dire, la transition, sur la polémique sur le rôle, par exemple, de stars comme Leonardo DiCaprio au sommet de l'ONU. Alors polémique qui a été abordée notamment au Grand Journal de Canal+. À New York, à la tribune de l'ONU, aujourd'hui, il y avait un certain Leonardo DiCaprio. Il est désormais messager de paix du changement climatique auprès de l'ONU. Rien que ça. Écoutez-le. Leaders of the world, I pretend for a living, but you do not. The people made their voices heard on Sunday around the world. The time to answer humankind's greatest challenge is now. We beg of you to face it with courage and honesty. Thank you. Les people, c'est important pour faire avancer la cause de l'écologie? C'est très bien, oui, que des gens comme DiCaprio s'investissent dans la lutte contre le climat. So, with his big speech in front of the United Nations yesterday, actor Leonardo DiCaprio cementing his reputation as one of the world's top activists on climate change. But get this, the Hollywood star's own jet-set lifestyle appears to reveal a slight double standard. DiCaprio, who is believed to own at least 4 homes, reportedly taking at least 20 trips across America and around the world this year alone, usually on private jets, which use a lot of fuel. And get this summer, DiCaprio spending time on the 5th largest yacht in the world, a big boat, wouldn't you know, rented from a Middle East oil tycoon. Talk about a carbon footprint. Non, si je comprends bien, vous êtes plutôt Noël Mamère que Fox News. Alors, sur le cas DiCaprio. Non, sur les célébrités, honnêtement, je suis très partagée parce qu'on a un exemple historique assez récent qui était la campagne pour l'abolition de la pauvreté. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était en 2005. C'est le G8 qui avait lancé ça. Il y avait un grand sommet du G8 en Grande-Bretagne. Et à cette occasion, Bob Geldof, donc la pop star britannique, qui avait déjà organisé dans les années 80 les grands concerts contre la famine en Éthiopie, a un peu rameuté ses vieux réseaux et refait la même chose et mobilisé des célébrités. Et tous ensemble, on soutenait les ONG les plus légitimistes, au fond, en disant, eh ben, tous ensemble et avec le G8, on va mettre fin à la pauvreté. C'était Make Poverty History.
Bon, bah voilà, 10 ans après, la pauvreté s'est-elle arrêtée dans le monde? Non. Et on a perdu peut-être un petit peu de temps. Non, mais donc, du coup, sur l'usage des célébrités. Alors, attendez, je comprends pas bien. Pourquoi les présentateurs météo, oui, et Bob Geldof, non? Pour moi, il y a une différence. C'est que le présentateur météo, il est dans son rôle, il est potentiellement un passeur de sensibilisation au dérèglement climatique, ce qui est différent d'un... Et pas Geldof ni DiCaprio. C'est un processus, c'est au long cours, alors que DiCaprio, Geldof et les autres, ou les Français, Omar Sy, etc., qui étaient dans la manif, c'est un événement à un moment. Après, si ça continue dans un engagement au plus long cours, pourquoi pas, c'est des formes de communication, hein. Mais c'est l'événementiel, si vous voulez, qui... Sur les avantages et les inconvénients, effectivement, de l'enrôlement de stars au service de cause. Là, j'ai pas une opinion arrêtée. Simplement, ce que je crois, alors là, pour le coup, je suis plus affirmatif, c'est que sur cette question du changement climatique, comme sur d'autres, comme sur la pauvreté, comme sur les grandes questions sociales, c'est pas simplement la prise de conscience qui est en cause. Hein. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont compris qu'il y avait un petit problème quelque part sur cette histoire de réchauffement climatique. Le problème, c'est ensuite comment on fait concrètement pour essayer de résoudre le problème. Et ça passe à la fois par des décisions publiques, de politique publique, donc des arbitrages, les États, la mobilisation, ce dont on parlait tout à l'heure, mais ça passe aussi par des changements personnels. Là, c'est le livre de Jade qui, pour elle-même, essaye de montrer comment est-ce qu'on peut s'y prendre. Moi, j'ai vu aussi dans mes défricheurs un certain nombre de gens qui ont changé leur mode de vie en fonction de cette prise de conscience. Donc le problème n'est pas simplement de dire « j'ai compris », le problème c'est d'en tirer des conséquences dans la vie concrète. D'ailleurs personnellement, moi ma conscience écologique a été aiguisée en faisant cette enquête, et pour autant, je le dis honnêtement de la conclusion du livre, j'ai modifié certains de mes comportements, mais pas tant que ça, parce que on est un tas d'habitudes qui sont difficiles à changer. Moi j'étais très frappé. Pour vous inviter, je vous ai appelé en début de semaine. Je vous ai demandé si vous n'étiez pas à New York pour couvrir tout ça, et vous m'avez répondu non, je prends l'avion le moins possible. Oui. Oui, j'essaye. Oui, pour moi, c'est. Mais non, mais oui, parce que c'est pas possible en fait de continuer à prendre l'avion autant. C'est un gros émetteur de gaz à effet de serre. D'accord. Donc, en même temps, vous êtes journaliste, oui. donc vous pourriez vous dire. Alors peut-être que je vais le train pour New York. Peut-être que je vais mettre le train pour New York, c'est moyen. Mais non, mais vous voyez, c'est avantage inconvénient. Oui, je vais contribuer au réchauffement. Oui, je vais contribuer au réchauffement en prenant l'avion pour New York. Mais en même temps, je vais être sur le terrain et je vais faire des papiers qui vont peut-être contribuer à la prise de conscience. Donc au total. Oui, mais à ce compte-là, on change jamais. Honnêtement, pour moi, le dérèglement climatique, c'est un phénomène d'une telle importance, c'est un événement historique d'une telle importance que ça nous oblige, et moi je considère que ça m'oblige en tant que journaliste, à sortir de ma zone de confort. Ma zone de confort en tant que journaliste serait de dire, il y a une manif à New York. Imaginons que mon journal ait le budget pour que je puisse faire tous les voyages que je veux, ce qui n'est pas le cas par ailleurs, ce qui est le cas de plus personne en fait aujourd'hui. Mais imaginons, ma zone de confort serait de dire, il y a une manif à New York, j'y vais, l'Arctique est en train de fondre, j'y vais, je raconte, l'Afrique du Sud est encore en train d'ouvrir une nouvelle mine de charbon gigantesque, j'y vais, je raconte, et puis moi je peux y aller parce que voilà, finalement au bout d'un moment je suis un peu au-dessus du lot de l'humanité, et parce que je suis en mission journalistique, je pourrais avoir le comportement contraire de ce que j'ai écrit dans mes articles. Pour moi, ça fait partie. Non, mais ça serait une contradiction. Pour moi, ça serait une contradiction majeure. Je pense que ce dont on parle aujourd'hui, attendez, si tout le monde raisonnait comme vous, si tous les photographes raisonnaient comme vous, je veux dire, on n'aurait pas de attendez, on n'aurait pas de photos de la fonte de la banquise. C'est pas la peine. Non, mais est-ce qu'il faut des photos de la fonte de la banquise? Moi, je pense qu'il faut des photos des fontes de la banquise. On n'a pas besoin d'1 million de photos de la fonte de la banquise. Si, parce qu'il y a sans arrêt des nouvelles banquises qui fondent. On vous dira que non mais que ça soit couvert, je vous dis pas, attention, je dis pas qu'il faut pas parler, qu'il faut pas rapporter, qu'il faut pas raconter, mais d'abord il y a des gens qui sont plus près de l'article que moi, qui sont aussi journalistes, et ça se trouve ils sont même pas journalistes, mais ils peuvent très bien raconter eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi une question de partage des tâches et de division du travail qui pour moi doit s'organiser autrement. C'est-à-dire c'est pas la peine que moi j'aille à New York pour raconter une manif, qui sera racontée par des journalistes qui sont sur place ou par des gens qui sont sur place, et le paysage médiatique c'est quand même suffisamment diversifié aujourd'hui
où c'est plus simplement le journaliste qui raconte son truc, mais il y a la multiplicité des témoignages, et le lecteur, avec son intelligence, il est capable de lire tel récit ici, et tel autre ici, et tel autre ici, et donc se déplacer pour avoir un regard complètement artificiel, venir 3 jours à New York, est-ce que je pourrais expliquer pourquoi est-ce qu'il y a eu 300 000 personnes? Non, c'est une enquête. Restez une semaine. Ce serait une enquête. Restez 15 jours. Oui, mais ouais, ce que je veux dire, c'est ça aussi. Restez 15 Sur jours. le truc des sauts de puce, de je viens 3 jours, je viens 4 jours. Est-ce que je fais l'enquête qui raconte comment est-ce que 350.org a fait son travail de porte à porte pendant des mois, comment ça s'est bâti sur la mobilisation. Restez 15 jours. Restez un mois. Mais Restez un mois. Il y a des gens qui font ça sur place très bien. Par contre, moi, mon boulot, c'est de savoir qui s'est passé ça, qu'ils ont écrit ça, et de m'en servir comme appui pour mes articles. Alors, en revanche, là où vous êtes vraiment un témoin de première ligne, c'est sur votre propre comportement, je le disais. Oui, là, vous n'avez pas allé trop loin, mais en restant à la maison, en observant vos rapports avec votre chaudière, avec votre poubelle de tri sélectif. Alors, dans le livre, il y a vraiment mon comportement d'automobiliste, mon comportement de passagère aérienne, mon comportement de... Et les autres, je donne aussi à... Oui, c'est pas bien que sûr, moi, c'est aussi des... Et alors, le chapitre qui est peut-être le plus intéressant, le plus inattendu et le plus significatif, c'est mon comportement d'internaute. Ouais. Puisque un des trucs que vous mettez en lumière, c'est à quel point, par des choses aussi, par des actes aussi apparemment anodins que regarder une vidéo sur YouTube ou faire une recherche sur Google, on produit du gaz carbonique. Ouais. En fait, c'est-à-dire, oui, non, absolument. En fait, c'est-à-dire qu'il y a eu cette... Et les chiffres sont effrayants. Les chiffres sont effrayants. Alors, et il y a eu l'illusion au début d'Internet que ça allait dématérialiser l'économie et la société. Et en fait, on se rend compte que pas du tout. En fait, ça matérialise complètement les tuyaux, les conduites. Alors attendez, il faut être très concret. Un téléphone 3G émet en un an autant de CO2 qu'une voiture roulant entre 250 et 380 km. Le nuage a besoin de plus d'énergie pour streamer un film en haute définition qu'il n'en faut pour produire un CD et le livrer physiquement. Alors, c'est bourré d'exemples comme ça. Ah oui, ça c'est étonnant, oui. Oui. Ah, vous ne saviez pas? Non, je ne sais pas grand-chose. Hein, mais... Non, mais attendez, vous êtes internaute, donc... oui, mais je ne le savais pas. Parce que c'est invisibilisé, parce que rien n'est fait, ou plutôt tout est fait pour cacher ça. Finalement, on parle de nuages, un décodeur branché en permanence, 150 kWh par an. On peut donner 150 kWh par an, on peut donner un équivalent. Ça, c'est une colle. Je suis en train de réfléchir, mais c'est pas énorme. En soi, c'est pas énorme. C'est juste l'accumulation au bout d'un an qui, en gros, vous fait consommer de l'électricité. C'est la question de la consommation inconsciente. Les serveurs, les fermes de serveurs, etc. Les data centers. On se rend pas compte. Si vous dites un truc qui est super intéressant, vous dites fantasmagoriquement, on s'imagine Internet comme une toile, c'est-à-dire quelque chose d'immatériel, comme ça, très poétique, etc. Un nuage. Mais non, c'est des serveurs, c'est des énormes bâtiments avec des énormes machines qui chauffent à mort. C'est des machineries gigantesques qui sont de plus en plus grandes et qui se développent de plus en plus. Et en fait, on arrive à la situation, et moi, c'est ça qui m'a même complètement alertée. Parce que c'est pas moi qui ai constitué ces données, les comparaisons. J'ai puisé dans des travaux de chercheurs qui travaillent aujourd'hui sur ces sujets-là, à essayer de mesurer l'impact. On parlait de journalisme d'impact tout à l'heure. Ça, pour moi, c'est du journalisme d'impact, si vous voulez, plus que le journalisme de solution. C'est-à-dire, c'est de raconter comment rendre visibles des impacts invisibles de nos comportements et de nos organisations sociales sur le climat et la planète. Alors, donc là, la question, c'est... Alors, moi, j'ai tout appris, et Éric Dupin aussi, donc apparemment, on n'est pas les seuls, donc on est quand même beaucoup à ignorer ça. Oui. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi elle ne raconte pas ça dans Mediapart? Votre livre, j'espère pour vous qu'il va beaucoup se vendre, mais enfin, Mediapart, maintenant, c'est 100 000 abonnés, bravo. Pourquoi il n'y a pas une rubrique tous les jours ou toutes les semaines dans Mediapart, disant, alors attention, vous, internautes, voilà, vous venez de lire cet article de Mediapart, vous avez consommé tant de... Mais en fait, non, mais vous avez raison. Mais vous avez hyper raison. Et en fait, c'est encore donné une idée à Mediapart. non, mais en fait, en le faisant, au bout d'un moment et à la fin du livre, je me suis dit en effet, peut-être que ça serait une manière plus efficace et plus propre à sensibiliser le lecteur que les articles classiques. Institutionnel, comme vous disiez tout à l'heure, raconter le sommet de l'ONU, raconter la manif, on est dans des formes assez classiques, et que sortir de sa zone de confort, en effet, moi c'est pour ça que c'est écrire la première personne, c'est pas du tout pour faire le clown ou l'intéressante, c'est parce que pour moi ça veut dire, c'est cet enjeu-là dont on discutait avant, mettre en conformité ses actes et ce qu'on écrit, un souci d'honnêteté finalement. Et qu'en effet, je me suis fait la réflexion pour Mediapart que, en plus nous on est un site internet qui est hébergé dans un data center, donc on est au cœur de ce problème-là. Après, sur le
data center, on a publié des articles qui racontaient ces trucs-là, quoi. Vous Moi, dites un truc à un moment. Il est moins consommateur, quand on fait une recherche, il est moins consommateur de faire la recherche directement sur la barre d'adresse que de la faire par Google. Oui. Puis en plus, comme ça, vous êtes un petit peu moins fliqué par Google. Oui, alors c'est un double intérêt. Mais c'est moins consommateur d'énergie. Oui, parce que, alors bon, après, ça, c'est l'ordre un peu du. C'est presque de l'anecdote, mais il faut aller. Plus vous allez vite, plus vous allez droit au but de votre recherche, moins vous allez actionner de serveurs. Et en fait, les serveurs, ils sont de plus en plus reliés entre eux. C'est-à-dire qu'une action sur Internet, de plus en plus, va actionner plusieurs serveurs. Et ces serveurs, en fait, pourquoi c'est un problème? Parce que ça consomme énormément d'énergie, énormément d'électricité, parce qu'il faut beaucoup d'électricité pour refroidir les halls de serveurs, ces fameux data centers, qui sont construits de manière de plus en plus écolo. C'est là où c'est compliqué, parce qu'il faut que les sociétés de data centers fassent des économies d'énergie. C'est pas par écologie, mais pour dépenser moins d'argent. Sauf qu'ils sont de plus en plus grands et de plus en plus nombreux. Donc on est dans un problème complètement vertigineux et qui arrive à la situation où de plus en plus on aura du mal à mesurer réellement l'impact de ce dont on parle. Donc l'invisibilité qui nous réunit aujourd'hui sur comment on parle d'un truc invisible, en fait elle va sans doute ne faire que s'accroître alors même qu'on aura de plus en plus de données. Vous voyez, eh bien, c'est une situation qui est assez folle finalement aujourd'hui. Les défricheurs que vous avez rencontrés, vous les senti sensibilisés à ces questions? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, puisque moi mon critère c'était d'aller à la rencontre de ceux qui concrètement changent leur vie, leur mode de vie, leur mode de travail, etc. Donc c'était pas spécialement un angle écologique, mais aujourd'hui ceux qui concrètement essayent de vivre différemment de l'échelle des valeurs dominantes, consumérisme, productivisme, ils sont écologistes. Pas au sens du parti élevé, absolument, mais au sens, si vous voulez, d'une écologie de terrain et donc de gens qui ont une conscience extrêmement forte et authentique de toutes ces questions. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir comment ils faisaient. Donc, discuter sur comment ils faisaient. Et de ce point de vue-là, alors, le livre est positif, parce que c'est des gens qui sont joyeux, enthousiastes, que je disais tout à l'heure, et en même temps, je ne pense pas qu'il est complètement niais. C'est-à-dire que je leur ai posé, évidemment, toutes les questions sur les difficultés qu'ils rencontraient. Et je crois que ces témoignages ne taisent pas comment dire, les sacrifices, même pour reprendre un mot fort, qui sont impliqués par la prise au sérieux dans son comportement personnel de ces questions. Sacrifice pour eux-mêmes. Sacrifice pour eux-mêmes, c'est-à-dire que, oui, il y a une forme on dit la vie simple, de frugalité, d'arbitrage qui ne sont pas anodins. Hein. Et c'est des gens, en effet, non seulement par rapport à l'avion, mais même par rapport à certains types de consommation plus habituels, font des arbitrages en fonction de leurs idées. Alors, j'avoue que j'ai été très impressionné par la force d'une exemplarité. C'est un petit peu leur idée, hein, notamment le réseau Colibri, il y en a quelques autres. J'ai rencontré Pierre Rabhi et j'ai eu une discussion intéressante avec lui, là, dans ces montagnes de l'Ardèche. Donc, leur idée, c'est il faut changer par son comportement personnel et on est plus convaincant par les actes que par les discours. Moi qui viens d'une génération où on faisait le contraire, on avait des grands discours, de l'idéologie, changer la vie qu'ils disaient, et puis on a vu le résultat. Hein. Changer par le haut, par l'État, etc. On a vu le résultat, ça n'a pas marché. Ils ont peut-être, parce que là je pose des questions dans le livre est de l'empathie critique à l'égard de cette mouvance. Je pose la question de savoir si cette vertu de l'exemplarité suffit. Et je pense que ça ne suffit pas, pour une raison simple, c'est que mes défricheurs, pour une bonne part, sociologiquement, ils ont quand même un certain profil. Alors là, il ne faut pas caricaturer. Hein. Ce n'est pas les bobos, dans le sens de la chanson de Renaud, des hypocrites qui ont un beau discours et puis qui ont un mode de vie totalement différent. Non, ce sont des gens qui sont dans une forme de cohérence tout à fait impressionnante, mais en même temps, en gros, ce sont des gens très éduqués, qui ont aussi une forme de sagesse personnelle, là, du développement personnel, mais au sens vrai du terme, hein, pas les petits bouquins qu'on trouve ici ou là. Donc, ils appartiennent, de mon point de vue, à une forme d'élite, au sens vrai du terme, d'élite culturelle, et ils ont du mal, comme ça, à pouvoir convaincre tout le monde. Il y a des tas de secteurs de la société, et notamment les jeunes des cités, qui sont quand même très, très accrochés aux marques et tout ça, qui sont
complètement en dehors de cet univers. Ils ont d'autant plus de mal que c'est pas leur problème, si je comprends bien. C'est que vous nous disiez au début de l'émission, ils sont extrêmement réticents à aller dans les grands médias et à faire partager leurs expériences dans les grands médias, mais la plupart d'entre eux, j'imagine, sont dans l'expérimentation individuelle de solutions alternatives, et c'est déjà assez dur comme ça, sans en plus chercher à évangéliser. Oui, c'est ça, c'est un des problèmes. Ils sont dans le localisme, pour simplifier, ce qui peut se comprendre. C'est des gens qui sont souvent très implantés sur leur territoire. Leur rapport à la société peut être extrêmement critique par rapport à la politique, par rapport aux institutions, mais malgré tout, il y a une passerelle, par exemple, avec des élus locaux. D'ailleurs de tendances différentes, souvent de gauche, écologistes, mais même parfois de droite. Mais c'est vrai que ils font des choses, que ce soit dans l'agriculture bio, la vraie, que ce soit dans l'économie sociale et solidaire, la vraie, dans différents domaines, dans les écoles alternatives. Ils font des choses, ils sont très pris, et donc en effet, ils n'ont pas le temps d'évangéliser les foules. Et le risque. Et heureusement, ils ont besoin de gens comme vous. Mais il y a des luttes. Voilà. Oui, on a besoin de gens comme moi, je ne sais pas. Mais si j'ai fait ce livre, c'est en effet, je suis très 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 content si ça peut faire connaître ce genre d'initiative au-delà d'un cercle de convaincus, parce que bon, il y a des tas de revues, enfin des tas, mais il y a quelques revues consacrées à l'écologie. Il y a des livres qui ont été faits. Mon ambition était de m'adresser à un public plus large. Et je ne pouvais d'autant plus le faire que moi je ne suis pas un écolo pur jus et je ne l'aurais pas caché. Alors pour vous adresser à un public plus large, il y a un vecteur qui s'appelle les grands médias, notamment les médias audiovisuels. Vous avez été invité, vous avez reçu beaucoup d'invitations pour parler de ce livre ? Je commence à avoir, un certain nombre d'invitations. Ce qui me fait plaisir, un accueil, le livre vient de sortir, mais un accueil très positif de gens de milieux très divers, c'est-à-dire à la fois de milieux de gens très marginaux, très en médias. Alors, non mais si je vous en parle, les grands médias. Si je vous en parle, je vais casser le off. Je vais casser le off, c'est que vous nous disiez avant le plateau que vous avez été invité au Grand Journal. Contacté. Contacté par le Grand Journal, mais que le Grand Journal vous dit, d'accord, mais moi je veux un défricheur à côté. Ce qui est une excellente idée. Voilà. Ce qui est une excellente idée. Donc vous avez trouvé le défricheur. Il y en a plusieurs, donc on va en discuter. Mais en effet, si on veut toucher un public plus large par les temps qui courent, il faut aussi passer par le canal de la télévision. On va surveiller votre passage. Alors, bon, il y a quand même un secteur voisin de ce journalisme, des nouvelles pratiques, de la sobriété, de l'économie solidaire, du consommé durable, etc. Il y a un secteur un peu voisin, et beaucoup plus développé, beaucoup plus visible, c'est le journalisme de la débrouille, du bon plan, du système D. Je voudrais vous donner un petit échantillon. Alors c'est régulièrement sur M6. Alors un exemple parmi d'autres, le sommaire d'une émission Capital. Et si vous décidiez de consommer autrement? On va vous révéler ce soir qu'en achetant d'occasion, qu'en partageant les biens que vous possédez, ou qu'en fabriquant ou en réparant vous-même, vous pouvez faire de substantielles économies. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile et ça pourrait bien booster votre pouvoir d'achat. Révolution, économiser en consommant autrement, c'est le thème de ce soir. Voici le menu. Un vêtement à vendre, un meuble, un accessoire high-tech à acheter ou bien encore une voiture. Le Bon Coin est devenu le plus gros marché de l'occasion en France. Un site phénomène que fréquente un Français sur 3 au moins une fois par mois. Il serait peut-être temps d'être un petit peu moins possessif avec votre voiture. Vous savez, cette adorable titine qui vous coûte au moins 6 000 € par an. Aujourd'hui, pour faire baisser la facture, la solution, c'est de la partager. C'est un nouveau commerce qui dynamite les circuits traditionnels. D'un côté, il y a des mères de famille qui s'amusent en fabriquant des vêtements ou des bijoux et qui en plus font rentrer de l'argent. De l'autre, des acheteurs de plus en plus séduits par cette offre abordable et évidemment artisanale. Et puis, acheter du neuf plutôt que réparer, c'est souvent le conseil donné par les services après-vente. Et pourtant, tout se répare et il existe une vraie alternative au SAV, le service après-vente. Vous verrez qu'il existe des sites internet qui prospèrent en vous aidant à réparer vous-même pour beaucoup moins cher. Et en plus, ce n'est pas si compliqué. Jade Lingard, c'est une impression, je vous ai senti beaucoup moins sceptique et beaucoup moins ironique en regardant ce montage-là que tout à l'heure le montage Pernod. Vous avez tout à fait bien décrypté mon expression. Oui, parce que c'est l'économie, c'est la question de l'économie collaborative et qui est non sans ambiguïté.
C'est-à-dire, en effet, la manière dont il le présente, c'est quand même consommer. Enfin, on reste dans une vision consumériste. Là, mais voilà, on reste dans une vision consumériste, donc on n'est pas décroissant, et c'est pas du tout la décroissance que peuvent pratiquer certains des défricheurs d'Éric Dupin. En même temps, si, excusez-moi, si tout le monde se met à acheter d'occasion, ça va conduire à un moindre taux de croissance. En réalité, c'est plus ambigu, et du coup, c'est pour moi très intéressant, donc cette économie collaborative, en effet, si on partage les voitures, si on se revend les objets, on se les rachète et qu'on utilise des vêtements déjà portés, etc., on a en soi moins besoin de nouveaux biens à mettre sur le marché, ok. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce qu'on observe, et c'est hyper intéressant, c'est que par ailleurs, il y a aujourd'hui des personnes qui entrent sur ces sites, que ce soit Blablacar ou pour les échanges de voitures, le covoiturage, ou la location de voitures, que ce soit Boncoin.fr, Airbnb, etc. Ce qu'on voit, c'est arriver des nouveaux acteurs qui en fait se mettent sur ces sites et sur ces réseaux sociaux et sur ce marché pour en fait gagner de l'argent avec. C'est aussi une extension du domaine du marché. C'est pour ça que c'est pas de la décroissance. Mais néanmoins, moi je trouve... Sauf que ça rentre pas dans les statistiques officielles, donc au total, ça rentrera pas dans le taux de croissance. Ça rentre pas dans les statistiques officielles. Non, je pense que ça dépend. Si j'achète quelque chose au Bon Coin, si vous voulez, ça passe sous le radar de la statistique officielle, alors, totalement. Bon, ok, peut-être. C'est une autre forme de consommation. En tout cas, il y a ces deux aspects-là. C'est-à-dire qu'il y a les deux aspects. Il y a à la fois le côté alternative et à la fois le côté extension de la culture de la consommation et du domaine du marché. Et moi, ce que je trouve très intéressant dans ce phénomène, c'est la dimension collective. La pratique, c'est une pratique alternative avec l'achat en magasin classique, etc. Et c'est en version plus grand public, quelque chose d'assez proche finalement de ce qu'on peut voir de plus en plus se développer dans des coopératives en Espagne, par exemple en Catalogne, où on a à la faveur de la crise, quelque chose où on n'est plus dans l'idéalisme du tout d'une société qui serait plus égale et moins marchande, mais dans le besoin de se débrouiller parce qu'on n'a plus d'argent, parce que c'est la crise, et où se développent ces pratiques pair à pair, comme on dit, et ça c'est un exemple de pair à pair. Donc du coup, moi je suis beaucoup... Et pour moi, voir ça marque quand même un peu une extension d'audience des idées, des alternatives, et ça montre bien que c'est en train de se diffuser. En sachant, et c'est une ambiguïté que vous pointez dans votre livre, que toutes ces pratiques peuvent être aussi analysées et vues comme, entre guillemets, une béquille du capitalisme. C'est ce que vous dites. C'est pas par hasard que Capital se met à faire ce type d'émission, alors que de plus en plus de gens ont de plus en plus de mal à boucler les fins de mois. Alors vous citez un sociologue, le sociologue Bruno Frère. C'est pas un hasard si l'économie solidaire est susceptible aujourd'hui d'intéresser le MEDEF ou la droite. Elle peut confirmer une des idéologies de fond du monde actuel. Tout le monde est susceptible d'entreprendre et de créer son entreprise. Donc, ambiguïté idéologique importante, me semble-t-il. Majeure, mais ces contradictions, elles sont en chacun d'entre nous, elles sont dans la société. Mais c'est vrai que c'est une question difficile sur laquelle je me suis interrogé en faisant cette enquête et en écrivant le livre. Le bon usage de la crise. Vous vous souvenez de Vive la crise? Voilà. Ça ne nous rajeunit pas. Ça ne rajeunit pas. Alors moi, je ne vais pas crier Vive la crise. Alors, numéro de Libération et émission de France 2 dans les années 80. Voilà, c'était Laurent Geoffrin, mais qui a quand même trouvé quelques vertus à mon livre, comme quoi... alors peut-être qu'il a trouvé aussi que je pouvais dire, d'un certain point de vue, Vive la crise. Il n'a pas été assez facétieux pour écrire ça. Mais la réalité, c'est que j'ai rencontré beaucoup de gens qui, à la suite parfois d'accidents de vie, avaient bifurqué, et donc que la crise n'était pas pour rien dans l'évolution, la reconversion professionnelle. Ils ont perdu un emploi, ou parfois des ruptures d'ordre plus familial. Bon. Et cette crise est tellement dure et elle perdure tellement que, évidemment, il y a tout un système de débrouille qui se développe. Et il se développe, a priori, dans un premier temps, par nécessité. Alors, des échanges de biens, des échanges de savoir, là j'ai vu ça, c'est très intéressant, des échanges de services.
Hein. Et là, on n'est pas... Moi, ce qui m'a intéressé, je ne suis pas tellement allé voir les sociétés qui font de l'argent avec ça. Ce qui m'a intéressé, c'est quand c'est vraiment de l'associatif local et qu'ils font ça pour des raisons qui n'ont absolument rien de commercial. Oui, d'ailleurs, c'était une question que je voulais vous poser. Effectivement, toutes les sociétés dont parlait Jade à l'instant, Blablacar, Airbnb, Le Bon Coin, enfin, toutes ces... J'en parle très peu en fonction de ça. Moi, qui sont aussi à leur manière des défricheurs, alors qui sont des entrepreneurs qui font du business, qui sont des start-up, etc., mais qui effectivement, en même temps, aident à expérimenter de nouvelles pratiques sociales. Mais même l'industrie automobile aujourd'hui vous dit, mais on sait très bien que notre avenir n'est pas de vendre des voitures à des ménages en ville. Moi, je raconte au salon de l'auto à Genève où quelqu'un de BMW me dit ça, très sérieusement, il me dit, notre futur, c'est d'être des fournisseurs de services de mobilité premium. Oh là, attention. De quoi on parle? Qu'est-ce que ça veut dire, fournisseur de services premium pour un fabricant de voitures? Ça veut dire exactement ça. Ça veut dire on va proposer à nos clients des applications et un abonnement à un service qui leur permettra de savoir à tout moment où trouver une voiture pour se rendre où trouver son carburant. Qui fabriquera les voitures alors? Eux. Mais même, ils fabriqueront plus que les voitures. Ils fabriqueront aussi le service qui va avec la diffusion de la voiture. Là, on est dans une des nombreuses manifestations de la plasticité du capitalisme, qui est un système qui a toujours été sous-estimé par ses adversaires. Donc moi, je ne crois pas qu'il va s'écrouler comme ça. Et toutes les thèses catastrophistes qui sont parfois assez répandues chez mes défricheurs, je m'en méfie beaucoup. Mais pour terminer sur ce que je voulais dire sur la crise, ce qui est très intéressant, c'est que même lorsque par nécessité, on fait appel à ces systèmes de débrouille non commerciaux, eh bien ça change votre mentalité. Hein, il y a l'accorderie qui est un des systèmes aussi d'échange de services, et il se trouve que c'est dans le 19e arrondissement où j'habite, donc j'y suis allé à la fois pour enquêter et puis comme habitant, j'ai adhéré par la même occasion. Et ça c'est très intéressant parce que là il y avait des gens extrêmement différents sociologiquement, hein, il y avait des gens qui étaient un peu dans la difficulté, puis il y avait des bobos dans le bon sens du terme, et tout ça crée le lien social, mais au sens vrai du terme, hein, pas celui dont on nous bassine ici et là. Donc je crois que parfois par nécessité, il y a des évolutions dans les modes de vie, dans les modes de consommation, qui font changer la façon de concevoir les choses. Et casser le consumérisme, casser l'idéologie publicitaire, à mon avis, c'est un enjeu idéologique majeur. Très bien, je vous remercie tous les deux. On va s'en tenir là pour ne pas faire une émission trop longue. Et pour une fois, j'ai un bon alibi d'ailleurs, c'est que si on fait une émission trop longue, ça va consommer plus de CO2. Donc autant s'en tenir à l'essentiel. Hein, faire des émissions frugales. Alors je voudrais quand même terminer cette émission en vous faisant part d'une expérience de téléspectateur tout à fait singulière qui a été la mienne cette semaine. Je regardais France 2, l'émission Complément d'enquête qui s'intéressait à la communauté juive, et tout d'un coup je suis tombé sur cette séquence. Vous avez piraté combien de sites comme ça? Peut-être 500. 500 sites qui étaient hostiles à Israël? Oui, mais disons que pendant la guerre, en 2 mois, j'ai dû en pirater une centaine. Normalement, il ne reste plus qu'à choisir la cible. Ce jour-là encore, il s'attaque à la fédération anarchiste, ouvertement pro-palestinienne, dont il modifie la page d'accueil. On voit des petits zizi. Puis il pirate un site d'information qu'il accuse d'être partisan. Alors donc là, on a le site Arrêt sur image qui fonctionne. On clique dessus, on peut se balader avec. Et là, maintenant, on va lancer une attaque. Donc voilà, arrêt sur image, attaque started. Voilà, là, il va être complètement KO. Avec ma simple connexion tout à fait classique, je viens de mettre KO le site internet d'arrêt sur image. Alors, qu'est-ce qu'on vient de voir là? On vient de voir ce monsieur qui est donc le hacker ultrationniste Ulcan, dont on a beaucoup parlé cet été, puisqu'il a été l'auteur de canulars douteux, et qu'il a fait tomber un certain nombre de sites qui ne disaient pas ce qu'il avait envie d'entendre sur la guerre de Gaza. Alors certains de ces canulars ont eu d'ailleurs des effets tout à fait épouvantables, puisque le père d'un journaliste de rue 89 est encore dans le coma à l'heure où nous parlons, à la suite d'un canular épouvantable. On a raconté tout ça sur le site. On vient de le voir, incité par l'équipe de France 2, pour l'équipe de France 2,
faire tomber 2 sites, dont le site d'Arrêt sur Image. Et quand je dis pour l'équipe de France 2, c'est parce qu'on sait ce que c'est qu'un journaliste de télé. Il a besoin d'images, il a besoin d'illustrer. Quand il parle des néo-nazis, il a besoin d'avoir des belles manifestations de néo-nazis qui tendent bien la main pour qu'on voit bien qu'ils sont néo-nazis. Quand il va filmer des skinheads, il faut que les skinheads soient bien tatoués. Donc pour le site de France, pour France 2, Arrêt sur Image a donc été, et on a vérifié les dates, et effectivement, c'est tombé à un moment où notre site a eu des difficultés de mise en ligne importantes pendant plusieurs heures. Donc moi, je voudrais juste vous dire à nos téléspectateurs, voilà, il se peut que dans les temps qui viennent, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, il y a encore des moments où vous ne pourrez pas vous connecter à Arrêt sur Image. Mais il faut simplement que vous sachiez que c'est pas grave, c'est juste parce que Hulkan sera en train de faire une démo pour la télé, toutes les émissions et toutes les équipes qui vont venir le voir. Donc il faudra prendre votre mal en patience. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission et je vous dis, si Dieu veut, à la semaine prochaine.